Bonjour, eh bien nous sommes aujourd'hui en compagnie de Line Data, éditeur de Progiciel, mais je vais demander à Bertrand Cocagne, tout simplement, qui est responsable projet innovation, de nous présenter d'une part la société, nous dire deux, trois mots, et puis également de nous préciser quel est son profil, son parcours, de manière à ce qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Très bien, mais déjà merci de m'accueillir. Donc Line Data, on est un éditeur de logiciels français spécialisé dans le domaine de la finance. Donc on a deux grands métiers. D'un côté, tout ce qui est la gestion d'actifs, l'asset management, et de l'autre côté, tout ce qui est crédit et financement, pour donc tout ce qui est gestion des crédits en back-office ou en front-office. Donc on a une dimension internationale. Line Data, c'est 1300 personnes. Répartis dans le monde. On a une présence en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Inde, en Tunisie, donc 20 bureaux au total. Voilà. Et vous-même, Bertrand. Voilà. Et donc, me concernant, donc, je suis aujourd'hui responsable des projets d'innovation chez Line Data. Donc, j'ai vocation à permettre la mutation de l'entreprise vers des nouveaux outils, vers des nouvelles technologies. Alors, je suis arrivé là avec un parcours qui a commencé dans des startups Internet avant l'an 2000. Très bien. Et après, effectivement, j'ai évolué vers des sociétés un peu plus grosses comme Line Data, où j'ai eu à la fois un parcours technique, donc amener les technologies web chez un éditeur, et par la suite une évolution vers les métiers du crédit, qui sont une de mes spécialités. Et depuis maintenant bientôt 2 ans, je suis en charge de l'innovation. Alors, Line Data, il y a beaucoup d'éditeurs qui parlent d'intelligence artificielle, mais alors chez vous, semble-t-il, c'est appuyé par une réflexion assez profonde, par des livres blancs, par beaucoup de connaissances, d'analyses, de prospectives, notamment sur une thématique qui est force et faiblesse de l'intelligence artificielle en entreprise. Et chez nous, c'est un thème qui nous intéresse énormément. Alors Bertrand, si vous le voulez bien, on va vous demander de dérouler votre analyse avec tout simplement quelques slides. Très bien. Donc, déjà, pourquoi cette analyse chez Line Data? Il y a une chose dans laquelle on croit, c'est l'expertise de nos collaborateurs. Et donc, au-delà d'une utilisation un petit peu mécanique des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle en l'occurrence, on souhaite justement permettre à chacun des collaborateurs de Line Data d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel on va travailler. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un sujet relativement flou. On en parle beaucoup et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière cette notion. Alors, moi, j'aime bien recommencer par l'histoire de l'intelligence artificielle pour, je dirais, le commun des mortels, le grand public. C'est une histoire qui commence en 1996, quand IBM a commencé à lancer des programmes de jeux d'échecs pour affronter des grands maîtres. On a tous connu des jeux d'échecs électroniques plus ou moins habiles, mais un jour IBM a lancé sur la place publique Deep Blue et a lancé un défi, donc un des grands maîtres de l'époque, qui reste quand même un des grands maîtres de l'histoire des échecs, Kasparov. Ben, ce premier match d'échecs, ça a été un échec pour la machine. IBM a perdu. Donc là, les ingénieurs et l'armée d'ingénieurs qu'il y avait derrière ne s'est pas démontée. Et ils sont revenus l'année suivante, alors avec Deeper Blue, une machine encore améliorée. Et on a assisté à la première grande victoire d'une machine, d'une intelligence artificielle face à un grand maître d'échecs. Donc ça, c'était 1996-1997. Après, on a une espèce de traversée du désert, parce que finalement, pour arriver à ce résultat, IBM a dû déployer d'énormes moyens, tant en puissance machine qu'en ingénierie, pour arriver à ce résultat. Et finalement, on va dire que l'infrastructure technique n'était pas prête. Donc, on a un trou de 10 ans, finalement, où le savoir-faire était là, mais il manquait de la matière et de la capacité technique. On est arrivé en 2011, alors là, cette fois, IBM a recommencé avec son ordinateur, alors que pas mal de gens connaissent aujourd'hui, c'est une solution qu'il commercialise, qui est Watson, qui a affronté des joueurs au Jeopardy. Alors le Jeopardy, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est on vous donne la réponse, il faut deviner la question. Donc c'est le principe du jeu. Et là, sur quelque chose qui était quand même plus ouvert qu'un jeu comme les échecs, la machine a triomphé. Quelques années plus tard, passage de témoin, parce qu'on passe cette fois on passe d'IBM à Google. Donc déjà, on change un peu de dimension. C'est quand même le sens de l'histoire dans nos métiers. Et cette fois, Google s'est attaqué au jeu de Go, qui était un jeu
connu comme par les spécialistes être beaucoup plus complexe que les échecs de par la quantité de possibilités. Et ils ont réussi, ils ont défié deux des plus grands maîtres du jeu de Go mondiaux, et la machine a cette fois encore triomphé. Euh, on a également des expériences assez récentes qui sortent du domaine du jeu pour aller vers tout ce qui est traitement de l'image. Donc là, on a été vers des choses moins bien définies. C'est pas des choses très cadrées comme des jeux. On est sur des mondes plus ouverts. Alors, le poker est un jeu, mais le poker, c'est un jeu où il y a du bluff, où il y a de l'humain, où il y a une sensibilité. Tout n'est pas dicté par les règles. Même chose, traitement de l'image. On a commencé à avoir des vrais résultats sur des intelligences artificielles capables de reconnaître des éléments dans des images. Alors l'exemple que je vous ai pris, ça a été un système qui a été entraîné avec des millions d'images pour reconnaître des chats. Et cette fois, après cette phase d'entraînement assez longue, le système était capable d'identifier un chat. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les gens se sont dit comment reconnaît-il un chat? Alors, pour reconnaître un chat, la machine, elle reconnaît en fait les oreilles en pointe et l'écartement entre les oreilles. C'est les deux critères que le système a utilisés. Donc tout ça, c'est l'intelligence artificielle vue du grand public. Par contre, ça ne nous dit pas ce qu'on va pouvoir en faire dans le monde professionnel. C'est très sympathique de pouvoir reconnaître un chat, c'est très bien de pouvoir jouer aux échecs ou au poker, mais on est encore assez loin d'application métier, surtout dans le domaine, alors en tout cas qui est celui de l'InData, qui est le métier de la finance. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser. Alors. Donc, on va s'intéresser un petit peu à des cas d'usage dans le secteur financier. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de regarder quel est le niveau d'utilisation d'algorithmes. L'intelligence artificielle, ça regroupe quand même beaucoup de notions de traitement par ordinateur. Et on s'aperçoit que la maturité n'est pas du tout la même en fonction des grands domaines. Dans l'assurance, on a déjà une majorité de traitements par algorithme versus des décisions humaines. Dans les banques de marché de capitaux, on a un tiers d'utilisation d'algorithmes, on a deux tiers de décisions humaines, et quand on arrive dans la gestion de fortune, alors là on est sur un rapport d'un quart, trois quarts pour l'humain. Donc on voit qu'il y a encore une grande marge de progression pour déléguer un certain nombre de décisions à la machine. Alors, après, c'est dans quel domaine on va pouvoir appliquer ces algorithmes. Il faut à un moment réussir à identifier des sujets où il y a un véritable gain que la machine va pouvoir amener. Donc on a tout ce qui est prévision, scoring. Alors les prévisions, c'est prédire le futur, c'est être capable de dire ce client est un bon payeur. C'est tous ces systèmes. Il y a tout ce qui est détection de l'anomalie et de fraude, tout ce qui va concerner détection du blanchiment, détection des fraudes. Aujourd'hui, on a encore des opérateurs dans les grandes banques qui vont procéder par sondage aléatoire dans l'ensemble des traitements de la journée. Mais là, c'est les systèmes, c'est les systèmes de détection d'anomalies. Ils vont permettre de cibler un sous-ensemble de ces opérations journalières qui, pour une raison ou une autre, paraissent anormales et les mettre en avant. Alors c'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué à appréhender parce que soit la machine va vous donner des conseils, vous identifier des anomalies qui vous paraissent triviales. Voilà, on a fait des tests il y a quelques temps sur des bases clients. Bon, la machine nous a dit qu'effectivement on avait un client, 18 ans, 6 mois d'ancienneté, salaire de 300 000 euros. La machine nous dit là, prudence. Bon. Quand on voit ça, en tant qu'être humain, on se dit oui, finalement j'aurais pu le trouver. À côté de ça, la machine va identifier justement des cas qui sont pas complètement hors normes, mais qui sont, on va dire, à la limite sur beaucoup de critères. Donc c'est vraiment cet intérêt des détections d'anomalies, c'est d'être capable de reconnaître des signaux faibles et de les mettre en valeur et de permettre de cibler et d'être plus efficace dans le traitement de ces fraudes. Après, on va voir tout ce qui concerne la fidélisation. C'est quelque chose qui est important dans tous les domaines, je dirais, commerciaux. Être capable de détecter qu'un client a le profil d'un client fidèle. Et à partir de là, d'investir sur ce client pour l'acquérir. On sait, ça fait partie des grandes vérités de nos métiers. L'acquisition d'un client coûte beaucoup plus cher que travailler sur le long terme avec un client qui est déjà acquis et à qui on vend des services complémentaires.
Voilà, donc c'est cette partie fidélisation, détecter que vous, par exemple, avez le profil d'un client fidèle pour votre constructeur automobile. Après, il y a tout ce qui est alors, compliance, réglementation, donc même chose, contrôle des données, respect des fautes, blanchiment. Et après, alors c'est un sujet que j'aime bien, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de données alternatives. C'est-à-dire, qu'est-ce que les données alternatives? Je vais prendre l'exemple, vous suivez une action, on va prendre au hasard Facebook. Les systèmes classiques vont suivre les données, des données financières, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, la progression des ventes. Donc ça, c'est des choses qu'on sait manipuler, que dans les grandes banques, les quants, les mathématiciens qui font les modèles savent très bien manipuler, mais ça ne permet pas toujours d'anticiper complètement ce qui va se passer. L'exemple avec Facebook, pris complètement au hasard, le scandale Cambridge Analytica. Au moment du scandale, vous avez une dépréciation de l'image de la société qui ne se voit pas dans les chiffres d'activité, c'est trop récent, c'est trop brutal, mais par contre qu'on peut détecter. Et donc on a des personnes qui aujourd'hui vont aller scanner les réseaux sociaux, les forums boursiers, les journaux pour détecter, lire et analyser le langage naturel. Donc ce qu'on appelle le langage naturel, c'est la langue écrite du quotidien, et être capable de détecter que l'image de l'entreprise se dégrade, et donc de pouvoir calculer des nouveaux indicateurs de marché qui ne sont pas l'évolution du cours ou des anticipations en fonction de chiffres ou de prévisions de vente, mais qui vont tenir compte de cette notion de sentiment. Et on est quand même sur des marchés où l'appréciation par rapport du potentiel et de l'image d'une entreprise pèse lourd. Voilà, donc c'est ça les données alternatives souvent. Alors là j'ai pris l'exemple des sentiments, on peut des fois en avoir d'autres, on a des gens qui se sont intéressés pour les ventes autant qu'il fait, c'est comme ça. Alors maintenant ça fait partie des choses qu'on sait tous, que finalement dans le commerce les ventes sont liées à la météo. Donc c'est vraiment ces données qu'on va utiliser et exploiter pour améliorer une fois encore les performances. Très bien. Alors, de manière assez succincte, on va rencontrer des difficultés pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle. Beaucoup de sociétés se lancent dans la démarche, mais on peut vite rencontrer des obstacles. Il y a également des moyens simples pour les contourner, pour les lever, ces obstacles. Alors, les premiers obstacles, c'est la qualité des données. On dit qu'on est tous dans un monde de data où on a des tonnes de données. Quand on commence à creuser, on s'aperçoit des fois que la donnée, elle n'est pas d'une qualité phénoménale. Donc ça va être la première chose à faire, c'est pas seulement d'avoir de la masse de données, mais ça va être de fiabiliser ces données. Après, on va retrouver la confiance dans le système. Quand vous demandez à un système informatique de vous donner une réponse, de vous faire une prédiction, on se demande comment elle l'a fait. Donc il y a une vraie notion d'inquiétude et d'incompréhension des fois par rapport à aux données que va donner la machine. On a des informations qui peuvent ne pas paraître du tout liées et en fait qui pèsent sur la décision. Donc nous, on a un cas récent qu'on a regardé où les données justement pour des ventes et des financements de matériel ici, où les informations relatives au conjoint sont beaucoup plus importantes que les informations du client lui-même. On ne l'intuite pas. Par contre, et donc on ne comprend pas à l'origine la façon dont la machine a pris la décision, et pourtant elle a raison. Parce que statistiquement, quand vous appliquez sur l'ensemble des clients, il s'avère qu'elle a raison. Il y a tout ce qui est risque réglementaire, donc ça c'est des choses particulièrement vraies dans le domaine du crédit. Vous avez, même chose, cette intelligence artificielle, c'est une boîte noire, et vous ne savez pas forcément comment elle est arrivée au résultat. Vous avez toujours le risque qu'elle utilise des données de manière, on va dire, à enfreindre la loi. Vous avez des gens qui vont faire du testing, vous testez votre système d'intelligence artificielle, vous envoyez une personne avec un profil donné qui habite Paris, il est accepté, vous envoyez quelqu'un exactement avec le même profil mais qui habite dans un département limitrophe, et cette fois le dossier est rejeté. Donc vous pouvez avoir des critères qui sont déterminés par la machine qui ne respectent pas des obligations légales. Donc il y a un vrai risque et vous ne pouvez pas non plus vous permettre de les enlever parce que vous appauvrissez globalement votre système. C'est toujours des choses sur lesquelles il faut être prudent. Et il y a tout ce qui est pertinence des résultats.
tous les algorithmes d'intelligence artificielle ne sont pas applicables à n'importe quel cas. L'exemple, c'est vous pouvez avoir vous cherchez des anomalies, hein, mon exemple de tout à l'heure. Quand vous êtes sur des pièces d'avion, mais vous préférez ramener plus de pièces défectueuses qu'il y en a réellement, mais vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de stock de pièces défectueuses dans ce que vous laissez passer, parce que là, vous êtes sur une notion de sécurité, vous ne pouvez pas laisser l'avion s'écraser. Donc là, vous préférez ratisser trop large, mais ne laisser aucune pièce potentiellement en anomalie. À l'opposé, vous êtes sur du crédit, où le coût du risque finalement n'est pas toujours aussi important, mais au contraire, vous préférez ne ramener que peu de clients, parce que vous voulez que peu de clients potentiellement de mauvais clients, pour pouvoir vous concentrer et au contraire avoir une base de clientèle beaucoup plus importante. Donc il faut être capable justement d'identifier ces pertinences de résultats et de se poser ces questions. Alors nos conseils pour répondre à ça, la première chose c'est fiabiliser ces données. C'est mettre en place des systèmes et des systèmes informatiques qui vont pouvoir acquérir les données et vous garantir que les données que vous avez sont fiables, renseignées au bon endroit. C'est travailler avec des experts du métier. Donc, c'est la connaissance de ces données qui va permettre de rendre les machines efficaces. Un des exemples que je prends souvent et pourquoi il est important de le rendre efficace, c'est parce qu'il faut que les prédictions, qu'à la fois l'entraînement des systèmes et des prédictions soient rapides. Il y a une anecdote qui date maintenant de quelques années où des gens spécialistes de la météo utilisaient des systèmes d'intelligence artificielle pour prédire le temps, donc dans 3 jours. Le problème, c'est qu'il leur fallait une semaine de calcul. Donc, à partir de la veille, ils étaient capables de prédire de manière très précise le temps du lendemain, sauf que le résultat arrivait 3 jours après. Donc là, il suffisait de regarder par la fenêtre. Donc, c'est là, et c'est pour ça que beaucoup de gens travaillent justement sur l'optimisation de ces systèmes. Quelles données utiliser pour que la prédiction, elle arrive avant que le fait ne soit avéré. Il y a réfléchir aux applications attendues. On arrive trop souvent avec des gens qui disent « j'ai de la donnée, je veux faire de l'intelligence artificielle, allons-y ». Non, il faut quand même, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que j'attends comme résultat? Est-ce que je veux identifier des clients fidèles? Est-ce que je veux identifier des mauvais payeurs? Est-ce que je veux travailler sur des fraudes? Tout ça, c'est des questions à se poser en amont. Et finalement, il y a quand même beaucoup de cas où non, les gens disent j'ai des données, je veux les exploiter. Et après, c'est une passe-perte dans la jungle technique. Il y a beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle, mais il y a aussi beaucoup maintenant de grands éditeurs qui mettent des choses à disposition, que ce soit Amazon, Google ou d'autres. Donc on a un ensemble de librairies. On va vite s'y perdre. Non, c'est vraiment, il faut les voir aujourd'hui vraiment comme des outils qu'on va pouvoir utiliser et mettre en œuvre assez simplement. Donc c'est là que les data scientists interviennent pour venir apporter ce savoir-faire. Très bien. Voilà. Et je vous écoute. Très bien, merci Bertrand. Donc on a fait effectivement un large tour d'horizon de votre vision de l'intelligence artificielle. Alors il y a plusieurs points qui m'ont... le premier, je suis tombé de ma chaise parce que vous l'avez dit, il y a un flou actuellement dans l'intelligence artificielle. Vous avez beaucoup parlé du grand public, mais quand même là, on est là pour parler des entreprises. Est-ce que chez les DSI, chez les responsables qui sont susceptibles de faire appel à vous dans le domaine de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a également du flou? Oui, il y en a encore parce que c'est un sujet qui est malheureusement encore beaucoup véhiculé par, on va dire, de la communication grand public et qui n'a pas encore été mis en œuvre de manière aussi importante qu'on le croit dans les entreprises. Bien évidemment que si vous allez si vous allez poser la question au DSI d'une grande banque française, il est tout à fait au fait de ces sujets. Maintenant, les entreprises qui ont de la data, ce n'est pas seulement les sociétés du CAC 40, c'est aussi une myriade de PME, de sociétés de 50-100 personnes qui n'ont pas le temps ni les équipes informatiques suffisantes pour aller étudier ce sujet. Donc c'est là aussi qu'on essaye nous d'apporter du conseil, c'est venir les aider à avoir une vision beaucoup plus claire des moyens pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans leur contexte. D'accord. Et quels sont les cas d'usage qui fonctionnent bien maintenant, en particulier dans votre domaine, banque, finance, assurance? Alors, il y a tout ce qui tourne autour de la compliance, hein, donc respect de la réglementation, qui sont des sujets où les systèmes sont assez performants. Tous les sujets de fidélisation marchent bien également. Alors, sous réserve d'avoir des données bien renseignées, on a eu, nous, l'occasion de faire
d'époque, des proof of concept autour du sujet, avec on va dire des données de clients de profils similaires, et on s'aperçoit qu'en fonction de la qualité de la donnée, la pertinence des résultats est vraiment très différente. Donc mes fidélisations, ce sont des sujets qui marchent bien. Donc ça, ça va être les grands sujets qui marchent. Alors, il y a un sujet qui est beaucoup travaillé dans le domaine, qui est tout ce qu'on appelle les robots advisors, donc les systèmes de trading qui vont venir faire les opérations à votre place. Alors, c'est des choses sur lesquelles nous ne travaillons pas directement. Par contre, il y a beaucoup d'acteurs parce que sur le marché. Alors, c'est des sujets où c'est difficile aujourd'hui de savoir si ça marche bien ou pas. C'est des moteurs qui sont apparus depuis 2 ou 3 ans, on va dire, de manière assez importante. On les a vus confrontés à des marchés haussiers. Et finalement, quand le marché haussier est haussier, les systèmes performent à peu près au niveau du marché. On les a vus sur des marchés flats. Alors là, c'est intéressant parce que sur un marché flat, ils arrivent à dégager au contraire de la marge, une vraie marge au-dessus du marché. Et on ne les a pas encore vus confrontés à des marchés baissiers. Donc on ne sait pas du tout comment ces systèmes réagissent. Donc voilà, on sait que quand les marchés sont haussiers, les systèmes marchent, mais on va dire que c'est assez facile dans ces conditions-là. Donc voilà, on manque quand même sur beaucoup d'utilisation professionnelle du recul pour dire ça marche vraiment et comment ça se comporte dans le temps. Et c'est une des grandes questions que tous les gens qui travaillent sous ces systèmes se posent, c'est dire très bien, j'ai entraîné mon système aujourd'hui ou en 2018, comment va-t-il se comporter quand je vais lui injecter des données de 2019, de 2020, et est-ce que je vais avoir les mêmes niveaux de performance? Donc ça, c'est des vraies questions sur lesquelles les spécialistes travaillent. D'accord, Bertrand Cocagne. Donc, on a bien compris votre sentiment, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'attentisme chez les clients, c'est-à-dire trop de POC, trop de tests, on fait un POC, on en refait un autre après, et finalement, il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de grands acteurs, il y a beaucoup d'éditeurs comme vous. Est-ce que c'est un petit peu difficile à dire, mais est-ce que vos clients ne sont pas un petit peu attentistes? Alors, encore une fois, ça dépend complètement de la typologie de client. Donc, les gens attendent, oui, prudemment. Et attendent d'avoir une vraie vision de quels sont les sujets qui sont prometteurs. On a quelques clients qui sont très moteurs et qui ont des divisions qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas dire qu'on est encore un peu en laboratoire. Voilà. On n'a pas vu encore de déploiement massif de systèmes et où on va venir optimiser complètement le travail de l'humain par des machines. Donc nous, on a commencé depuis maintenant un peu plus d'1 an à solliciter des clients justement pour travailler avec eux. Voilà. Ça demande un vrai travail de conviction finalement pour démarrer l'époque. On a des clients qui ont fait beaucoup de POC, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur tous les sujets qui font le buzz. Les gens sont aussi un peu refroidis des fois par rapport à justement se lancer dans l'inconnu. Donc c'est là effectivement qu'on essaye nous de les accompagner, de définir une route où l'objectif est bien défini et où on connaît justement le chemin pour atteindre cet objectif. Voilà. Et je vous dis, aujourd'hui, on a vraiment choisi dans la galaxie des possibles 3 ou 4 sujets qui sont prometteurs. C'est tout ce qui est, on va dire, assistants digitaux, mais pour des logiciels professionnels. C'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. On a tous amélioré, on va dire, notre efficacité du quotidien avec nos smartphones qui nous donnent des conseils, qui nous disent combien de temps on va mettre pour aller au bureau le matin. Donc nous, on essaye de produire des systèmes équivalents, mais pour nos logiciels, et pour vraiment, on va dire, capter la connaissance d'un utilisateur senior. Même chose, il a délivré un junior, éviter les formations, donc c'est un des grands sujets. Il y a tout ce qui est analyse des sentiments. C'est un champ complètement ouvert à explorer. Et après, il y a tout ce qui est compliance sur le réglementaire. On est, nous, dans un univers où le réglementaire pèse très lourd, à la fois en termes d'obligations, d'équipes mobilisées pour les respecter et de risques. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup parce que les résultats ne sont pas trop lointains non plus. D'accord. C'est des choses où on va être capable assez rapidement de mesurer et de qualifier le système qu'on a mis en place.
Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Des résultats qui sont pas trop lointains. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point? Comment vous procédez pour dire à vos clients, à vos prospects que ces résultats sont accessibles, que l'intelligence artificielle, c'est pas que du buzz, c'est vraiment dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est atteignable à un certain horizon. Ah ben là, on démontre. Vous démontrez. On démontre, c'est-à-dire on part sur sur des POC, hein, sur des projets de quelques mois pour intégrer récupérer les données, les analyser et délivrer, on va dire, un premier système d'intelligence artificielle entraîné qui va être capable de délivrer un avantage concurrentiel. Donc c'est vraiment le principe. On a quelques sujets de plus long terme, hein, parce qu'il faut quand même préparer un petit peu l'avenir, mais on va dire sur un amorçage, on part sur des sujets peut-être plus simples, moins ambitieux, mais qui permettent d'avoir des résultats au bout de quelques mois. Voilà. Sachant qu'on est de toute façon confronté au fait que la plupart des entreprises, finalement, n'ont pas toujours tant de données que ça. Voilà, encore une fois, on dit qu'on vit dans un monde de data, mais quand on se plonge dans certaines bases clients, on s'aperçoit que, bon, effectivement, on a 100, 200 000 clients en fonction de qui on est, mais que sur le client, nom, prénom, date de naissance, et encore, téléphone, enfin, assez peu d'informations. Donc, à un moment, il faut l'enrichir. Alors, un moyen de l'enrichir, c'est d'aller acheter des données aux grands acteurs d'Internet hein, qui sont capables de venir fournir de la donnée complémentaire, mais tout le monde n'en a pas la possibilité. Donc, assez souvent, c'est commencer par capitaliser et se constituer ce patrimoine. Vous l'avez expliqué au début, Linedata est un groupe international. Y a-t-il des différences notables entre vos clients prospects entreprises en France et dans les autres pays où vous êtes actifs? Sur ces sujets, nos clients américains sont un peu plus enclins au risque que les clients français, donc c'est un peu plus facile de démarrer des sujets et de se lancer quand vous êtes dans le monde anglo-saxon qu'en France. L'avantage, c'est que c'est en France, une fois qu'un sujet est démarré, on a un accompagnement et un effort qui va être plus facile à maintenir. Donc c'est des choses, c'est des notions assez différentes, mais bon, quand on est dans le domaine de l'IT, on retrouve aussi quand même des profils pas si différents qu'on pourrait le croire. Très bien. Bertrand Cocagne, en forme de synthèse, de conclusion, quels sont les 2-3 conseils que vous donneriez à vos clients, 2-3 priorités pour s'engager correctement, à bon escient dans l'intelligence artificielle? Vous avez déjà parlé tout à l'heure d'objectifs mesurables, donc c'est déjà un bon point, mais j'imagine qu'il y en a quand même d'autres. Alors, pour se lancer dans l'intelligence artificielle, déjà il faut commencer par être accompagné par les bonnes personnes. Il y a des gens, alors c'est des data scientists, hein, c'est leur métier. Vous commencez pas à refaire la plomberie de votre maison sans un plombier, sans quelqu'un dont vous êtes capable de changer un joint sur un robinet, mais refaire la plomberie, vous prenez un spécialiste, mais c'est pareil. Il y a des outils, ils ne sont pas forcément compliqués à utiliser, mais ils nécessitent de savoir comment ils fonctionnent, de savoir comment les alimenter de manière pertinente. Donc la première chose à faire, c'est avoir ce data scientist. Alors il y a des sociétés hein, qui les proposent ou en recruter un, mais qui va vous accompagner et qui va faire la deuxième étape qui est tout ce qui va être analyse des données, fiabilisation des données. Quelqu'un qui va être capable de regarder vos données et de vous dire bon là vous avez une vraie volonté mais on n'a pas assez de données ou pas assez riche ou avec trop d'erreurs, donc il va être capable de fiabiliser. Donc ça c'est vraiment la base pour commencer à construire. Et après c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être se définir un objectif clair. Ne pas partir en disant je veux faire de l'intelligence artificielle, mais se dire moi, mon focus, c'est la fidélisation de mes clients, c'est améliorer ma productivité. Donc c'est avoir une idée assez claire de ce qu'on fait et être capable de le mesurer. Parce que pour être capable d'entraîner un système d'intelligence artificielle, il faut être capable de lui dire quand il a raison et quand il a tort. Et donc ce qu'on veut faire, il faut être capable de le mesurer pour que le système sache s'il s'améliore ou pas. Très bien. Bertrand Cocagne, Linedata, merci de nous avoir éclairés dans ce domaine de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Merci de votre accueil.